tous, merci pour l'invitation. Donc nous, on va essayer de vous présenter un travail à la fois de production d'imaginaire sur la bibliothèque qui depuis un certain nombre d'années, qui sont basés sur des travaux de recherche, et par ailleurs un travail de réflexion sur la pensée alternative et politique de ce travail sur les bibliothèques. Alors, un certain nombre de travaux ont déjà été cités par nos collègues tout à l'heure, mais donc le travail sur la bibliothèque à REP qui date de 2020. Alors on a Philippe qui a rejoint REP et qui nous a accompagnés sur des travaux de recherche. On a répondu nous également à des appels à projets de l'ADEME et on s'est posé comme question avec l'Institut Paris Région qui était nos collaborateurs sur ce travail. Est-ce qu'il était possible de traduire la démarche LODEC qui jusqu'à maintenant était se sont cantonnés intellectuellement et conceptuellement plutôt à des objets techniques, à des objets du quotidien dont on pouvait imaginer une simplification. Est-ce qu'on pouvait traduire ce concept à d'autres échelles et notamment à l'échelle urbaine et territoriale? Alors on a fait un travail d'analyse conceptuelle de la pensée urbaine contemporaine, notamment justement par rapport à des choses qui sont dites ce matin, d'éviter des redites, d'éviter de peut-être de réinventer des choses qui étaient déjà là, et d'éviter un rebranding un peu de choses qui auraient été déjà faites. Alors ce que montre ce diagramme, c'est que la pensée urbaine contemporaine est très entremêlée, et ça ne veut pas dire que tout est dans tout. Et que néanmoins, le concept de la LODEX, ça détourne un certain nombre de concepts clés qui font la pensée urbaine contemporaine, mais pas tous. Dans cette sélection, on en est venu à définir le concept de bibliothèque. Alors, je vous épargne tous les débats qu'il y a pu y avoir à l'époque dans l'équipe de recherche, mais on a bien réussi à s'accorder sur le fait que, voilà, on l'a dit ce matin, il fallait avant tout interroger le besoin avant de répondre avec des solutions les plus sobres possibles et les plus durables possibles. Que cette bibliothèque, elle devait être accessible à tous pour reprendre un peu le concept de convivialité d'Ivan Illich, qui fait partie des travaux fondateurs de la bibliothèque, donc dans cette idée de mise en pouvoir, d'emploi des habitants. Et puis, elle devait répondre à des enjeux scalaires. Et ça, c'est une chose dont on aurait pu débattre ce matin quand on a parlé beaucoup de la question du local. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on sort de la question du local pour s'intéresser aux questions territoriales de grande échelle, notamment la question de l'infrastructure, qui était aussi l'objet de débat ce matin. Alors, quand on a eu fini ce travail intellectuel et conceptuel, très rapidement, on a commencé à nous dire, mais concrètement, ça ressemble à quoi, en fait, votre bibliothèque, votre territoire bibliothèque? Parce que vous nous en parlez avec des mots et avec des images, ça donne quoi? Quels sont les bons exemples et bonnes pratiques? Donc, on a répondu à un deuxième appel d'offres de la pour produire des imaginaires de la bibliothèque. Et pour ça, on s'est intéressé à des situations archétypales qui étaient, comment dire, la gare, puisqu'on est quand même des concepteurs de gare, le quartier d'affaires, le parking souterrain, un certain nombre de domaines comme ça, de morceaux d'architecture et d'urbanisme clés. Et on s'est posé la question de qu'est-ce qui pouvait devenir dans un avenir qui soit à la fois post-carbone, peut-être un peu décroissant, low-tech, et par le biais à la fois de documentation, puis d'analyse critique de ces documentations, puis de création d'images qu'on a repassé à l'analyse critique avec un certain nombre d'experts, on en est venu à produire des images pour lesquelles on était convaincu que c'était une forme de bon compromis dans ce que pourrait être l'application d'une démarche low-tech à tout un tas d'infrastructures et de lieux de la ville. On en est venu à produire ce type d'image. Ici, c'est le périphérique parisien transformé. Et puis, ici, c'est un port qui aurait fait lui-même sa transition vers le low-tech. Ce travail, en fait, conceptuel, il a son pendant opérationnel au sein des équipes LAREP, et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre, avant d'en faire l'analyse critique à la fin de ce rapport, on a voulu le mettre en parallèle avec le travail qui est fait par Grégoire et ses équipes LAREP. Donc, je passe la suite de la présentation pour le dire. Oui, pardon, il y a une petite présentation. Okay. C'est pareil ce que j'ai pu, désolé. Donc, je vais vous présenter très brièvement un travail qui a été réalisé par les équipes et je pourrais faire circuler, si vous voulez, la synthèse que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de notre agence AREP. C'est un travail qui a été mené entre 2022 et 2024, qui était commandité par l'agglomération du Grand Annecy et le CAE de Haute-Savoie. Et pour lequel on avait rassemblé une équipe avec à la fois AREP, mandataire, dans laquelle on travaille tous les deux, Tactique, qui sont des paysagistes, repérage urbain pour les enjeux sociologie et participation, Benjamin Fradel également sur les sujets de sociologie urbaine, et Martin Etienne pour des dessins sur lesquels on va focaliser notre présentation.
Donc, je vous fais vraiment le résumé de manière très brève. C'est un travail qui a duré 2 ans, avec 3 phases. Une première phase, tout à l'heure on parlait de diagnostic territorial, on parlait de comme ça, notamment, alors ça passait par une série de travaux d'analyse, de synthèse, de documentation existante, et on avait mis l'accent aussi sur le fait d'essayer de documenter des indicateurs qui nous semblaient intéressants. Pardon, je vais vous dire une chose importante, c'est qu'est-ce qui nous demandait dans cette commande. C'était une étude prospective pour essayer d'imaginer des scénarios de transition écologique pour l'agglomération du Grand Annecy. Donc le terme texte ne paraissait pas explicitement comme cadre de pensée de la commande, mais on va voir par la suite qu'on est on a atterri assez vite et assez spontanément sur des série d'éléments qui, à mon sens, relèvent pleinement du cadre conceptuel de bibliothèque. Et donc, pour ce faire, on a voulu au début mettre l'accent sur une série d'indicateurs qui nous semblaient particulièrement importants au regard des problématiques que rencontre le Grand Annecy, parmi lesquelles il y a, comme toutes les agglomérations de France, la question de l'empreinte carbone. Annecy se trouve dans la moyenne nationale, donc avec un enjeu fort si on veut arriver à répondre localement aux enjeux et aux objectifs fixés par les accords de Paris. La question de l'artificialisation, parce que c'est un territoire qui subit une forte pression foncière, du fait de la proximité avec la Suisse, l'économie. Et puis, on a également regardé la question de l'empreinte énergétique et la question spécifique des mobilités et de l'empreinte carbone des mobilités qui constitue le premier vote de l'empreinte carbone du territoire. À la suite de cette analyse, on a fait une deuxième phase d'élaboration de scénarios prospectifs. Donc, on a construit 3 scénarios. Ça allait d'un scénario relativement high-tech, entre guillemets, jusqu'à un scénario low-tech, qui s'inspirait, en gros, qui s'inscrivait dans le cadre des 3 premiers scénarios transition 2050 de l'ADEME, qu'on territorialisait et qu'on avait adapté un peu en fonction des spécificités du territoire et qu'on a ensuite modélisé pour voir quel était leur potentiel de réduction de l'empreinte carbone, de réduction de l'artificialisation du territoire. Et enfin, on est arrivé en 3e phase, à une phase de co-construction d'un scénario cible avec les techniciens d'agglomération, avec les élus du Grand Annecy, à partir des 3 scénarios qu'on leur avait exposés, de venir choper les éléments qui les intéressaient pour avoir un scénario qui peut leur correspondre et un scénario prospectif cible à horizon 2050 de l'agglomération. Donc on va axer c'est là-dessus qu'on voulait axer la présentation. C'est des dessins qui se sont construits progressivement. Au début, on avait cette volonté de représenter d'abord le territoire dans son ensemble, dans son entièreté, qu'on soit capable, quand on est un habitant de reconnaître immédiatement le paysage et l'agglomération, sans être dans une fidélité parfaite à la géographie. On voulait qu'on puisse aussi, donc on est à la fois une image du tout, mais qu'on puisse zoomer sur chacune des parties pour arriver à raconter c'est quoi la transition d'un quartier pavillonnaire, c'est quoi la transition de l'autoroute, c'est quoi la transition d'une exploitation agricole. Et puis on voulait avoir aussi raconter la progressivité de la transition. Donc on a travaillé avec Martin Etienne, illustrateur, et qui a une formation d'architecte, donc un trait vraiment assez précis, spatialement, on va dire, depuis la situation actuelle, un tout petit peu résumé, on va dire caricaturé, mais légèrement pour faire ressortir les principales morphologies paysagères urbaines. Et puis on a décliné à horizon 2035-2050 à quoi pourrait ressembler ce territoire s'il avait accompli une bifurcation écologique que on estimerait réussie, alors de notre point de vue, et celui des élus, des techniciens de la communauté. Et donc, cette grande fresque, ce triptyque, nous permettait de faire des zooms sur 12 typologies qu'on avait identifiées au moment du diagnostic, dont je parlais tout à l'heure, que ce soit du pavillonnaire, une zone commerciale, un quartier de gare, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, sur l'ensemble de ces typologies. Ça, c'est juste un exemple. Voilà, l'autoroute qui relie Annecy à Genève. Comment est-ce qui aujourd'hui est très fréquentée par tous les navigateurs transfrontaliers. Comment on pourrait imaginer la transformer pour avoir dans un premier temps peut-être des bus, des voies de bus express, et puis demain réduire très fortement la place de la voiture, peut-être avoir un transport en commun site propre, type tram-train, avoir un axe de vélo express. De la même manière, comment est-ce qu'on peut re-questionner le modèle agricole de l'agglomération, qui est aujourd'hui très centré sur l'élevage, avec une autonomie alimentaire extrêmement faible, et réduire la part d'élevage pour aller vers plus d'agroécologie, de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'exploitation.
Et puis, évidemment, ce scénario, on l'a aussi quantifié en termes d'artificialisation des sols et en termes d'empreinte carbone, pour regarder comment on se situerait dans l'idée où on arriverait à mettre en place toutes ces actions par rapport aux objectifs de l'accord de Paris, avec un modèle assez fouillé qui a été conçu aussi en interne par des ingénieurs de l'équipe. Et donc maintenant, on va rentrer plus dans le regard critique sur ces images prospectives qui peuvent être produites à cette occasion et à d'autres occasions. Bon, les schémas ont un petit peu souffert, mais donc l'idée avant tout, c'est de dire à quoi servent nos images de prospective au sein de l'agence. En fait, on s'est rendu compte que bien qu'on essayait de faire de notre mieux, on restait bloqué dans un certain nombre de solutions un peu convenues, de visuels très positifs, et on s'est dit en fait quelque part notre rôle de prospectiviste, en fait, c'est de réussir à dépasser un certain nombre comment dire, voilà, de murs face à nous et qui nous empêchent de penser de manière alternative. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait en fait une forme de complexité face à nous. On dit souvent, on n'a pas la donnée, on n'a pas la compréhension du territoire. Vous ne pouvez pas en fait penser de manière alternative parce que vous ne comprenez pas cette complexité. Et éventuellement, on nous dit, si vous avez envie de la penser, cette complexité, vous avez l'IA, les algorithmes qui vous aideront à la penser, cette complexité. Et nous, on s'est dit, non, au contraire, c'est en fait ce cadre que nous propose, c'est un mur idéologique. Et il faut qu'on arrive à ouvrir des fenêtres dans ce mur idéologique. Et de fait, nos images n'ouvrent pas ce mur. Et donc, on a commencé en fait un travail introspectif de se dire, on va regarder un certain nombre d'images qui ont été produites par l'agence, un peu sur le modèle de ce qu'on vient de vous montrer, aussi bien par nos équipes de recherche que par nos équipes opérationnelles. Et on va les passer à l'analyse critique. Donc, on a fait des analyses croisées et on a regardé au sein de ces images qu'est-ce qui faisait sens. En fait, ce qui fait sens, c'est un certain nombre de marqueurs, ce qu'on appelle des marqueurs. Donc, les marqueurs, ça va être des petits objets, des représentations qui expriment ce désir de futur que l'on essaye de projeter. En les repérant, en les classifiant, en les comparant, et aussi en les comparant ensuite à ce que les concepteurs avaient en tête par le biais d'interviews, on a essayé de comprendre pourquoi on en arrivait à ce type d'image. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple de tout ce qu'on a classifié. Donc on a regardé les nouveaux bâtiments, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, les transports, les véhicules terrestres. Il y a aussi des messages cachés avec un peu d'humour. Il y a la présence du vivant. Et on est arrivé à un certain nombre de limites. Alors, il y a ces limites qui sont partagées, donc aussi bien en opérationnel qu'en recherche. Donc là, je laisse Grégoire nous donner les quelques limites qu'il voit sur le travail de Dan. Alors, il y a une limite qui est à la fois évidente et je pense qu'il est quand même utile à rappeler, c'est que par définition, sur une image telle que celle-là, on ne peut représenter que ce qui est représentable. Donc, les choix de représentation qu'on a fait au début, par exemple, une vue aérienne qui permettrait de montrer l'ensemble du territoire d'un seul tenant, et ben à la fois c'est intéressant pour montrer toute une série de choses, et ça présente aussi des limites, c'est que évidemment on va s'arrêter un peu à l'enveloppe des choses, et on va avoir du mal à raconter ce qui, dans le registre de la bifurcation, de la transition écologique, relève de plus des usages, plus de ce qui pourrait se passer dans les bâtiments. Donc on arrive à raconter qu'on veut rénover thermiquement les bâtiments, que peut-être on va repeindre les tours en blanc pour éviter l'effet de chaleur urbaine l'été. Par contre, si on veut raconter qu'à l'intérieur, les habitants sont devenus végétariens et ont changé la température de confort, c'est plus compliqué par ce type d'image. De la même manière, il y a un biais, on pourrait peut-être parler de prisme socio-technique, un peu spatio-centré. Bon, forcément, quand on intervient en tant que concepteur, architecte, urbaniste, on a tendance à regarder les problématiques avant tout, enfin, peut-être pas avant tout, mais en tout cas, en se posant des questions de problèmes d'espace, des problèmes d'infrastructure, et peut-être de passer à côté de toutes les problématiques qui, en fait, sont avant tout des problèmes d'usage, des problèmes politiques, des questions organisationnelles. Et donc, ça peut forcément donner un prisme à ce genre d'image. Et puis, de la même manière, ça va être difficile de raconter la manière dont on va arriver à raconter peut-être un état futur du paysage, de l'environnement bâti. Par contre, pour raconter les conditions de réalisation de ce nouveau paysage, les conditions politiques, les conditions sociales, économiques, là, c'est pareil, c'est beaucoup plus dur de le raconter avec ce type d'image. Et puis, un dernier point, c'est que ces images, elles vont avoir tendance, quand on travaille pour un commanditaire tel qu'une agglomération, elles vont avoir tendance à évacuer la conflictualité des enjeux de la transition, parce qu'on est en train d'essayer de donner une vision relativement optimiste et en tout cas mobilisatrice de l'avenir, et du coup, ça tend un peu à gommer les aspérités, ce qui pourrait être plus critique, plus
Et puis, il y a aussi des enjeux de négociation interne ou externe. Déjà, on travaille avec nos propres imaginaires, c'est-à-dire qu'on on est situé socialement avec nos propres prismes, nos propres biais, et donc forcément, ça influe sur ce qu'on va dessiner. Il y a aussi évidemment énormément de limites dans les connaissances techniques qu'on va être en mesure de mobiliser, donc on peut à la fois se planter sur des préconisations et puis passer complètement à côté d'avoir des angles morts complètement sur ce sujet. Et puis enfin, on a toujours à l'esprit le commanditaire avec une sorte d'autocensure ou en tout cas de filtre à plusieurs niveaux parce qu'on se dit on projette ce qu'on pense que le commanditaire va être en capacité d'entendre. On va se dire bon bah ça c'est peut-être trop radical pour ce commanditaire-là, donc peut-être ça on va le gommer pour que l'ensemble de la globalité du message passe. Et du coup ça peut avoir aussi avoir tendance à lisser un peu ce genre d'image. Et donc, en fait, après, on a pris le temps de décrire thématiquement un processus de négociation. Donc, il faut comprendre que nos images de prospective, on les fait en secteur, mais avec des dessinateurs qui sont extérieurs à nous. Et donc, il y a un processus qui se met en œuvre que je vais vous décrire très rapidement. On a d'un côté la société qui produit des utopies, des imaginaires et qui forcément infuse dans notre agence. Notre agence, au sein de l'agence, on a beaucoup de débats sur ce que doit être la transition, quelle forme elle doit prendre, est-ce qu'elle doit être low-tech, post-carbone, anti-capitaliste, on peut aller assez loin. Donc ça produit tout un tas de désirs, d'anticipation, de narratifs que l'on passe à l'analyse critique très régulièrement et qu'on essaie de faire matcher avec la réalité. En fait, ce cadre, il va évidemment beaucoup influencer les designers que nous sommes, designers d'images et de conceptualisation d'images. Et donc, en fait, on va faire appel à tout un tas de choses. Donc, on va produire des idées qui sont un peu du recyclage, des trucs qu'on a déjà vus. On va avoir des nouvelles idées. On va aussi produire une forme d'idéologie dans le sens de la logique d'idées. Et puis, un certain nombre d'approximations de choses où on ne sait pas trop, mais que le dessin va être capable de traduire ou va être capable d'approximer. Et donc, après, on va donner tout un tas d'éléments, des références, des dessins, des narratifs écrits ou oraux à un dessinateur, à un illustrateur, qui lui, soit va aller emprunter à des choses qu'il a déjà vues avant, soit va interpréter ce qu'on lui a dit, soit va adapter parce que ce qu'on lui a dit, il ne sait pas le dessiner ou ça fait pas sens d'un point de vue formel. Et puis des fois, il va faire appel à sa propre créativité quand il y a juste des trous dans la représentation, dans l'imaginaire qu'on le comporte avec lui. Et donc après, ça va donner un certain nombre de choses qui matchent ou qui ne matchent pas, de surprise et puis de décalage par rapport à l'image qu'on s'était faite de cet avenir. Et donc, on va recommencer ensuite un processus d'analyse critique pour essayer d'améliorer ces images de manière itérative. Et donc, ce processus de négociation, il crée tout un tas de dialectiques entre est-ce qu'on va être sur une image qui est plutôt photoréaliste ou plutôt archétypale. Archétypale, elle va montrer beaucoup de choses, photoréaliste, elle va être plus ancrée dans la réalité des gens. Également des dialectiques entre donc, est-ce qu'on est plus ou moins radical ou consensuel? Est-ce qu'on est dans une forme d'autocensure ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'affirmer un certain nombre de choses? Est-ce qu'on est dans des choses de tous les jours, de l'ordinaire, ou est-ce qu'on présente des choses très spectaculaires avec une abondance de signes comme si tout avait changé, alors qu'en fait, on sait bien que le monde ne change pas de manière aussi radicale que ce qu'on présente dans nos images. Et puis, une dernière dialectique entre ce qui est subtil et ce qui est évident. Parfois, il y a des choses qu'on a représentées que les gens ne voient pas sur les images, parce que c'est très subtil. Et on aime un peu cette subtilité parce qu'elle est la marque d'une certaine forme justement de justesse par rapport au réel de demain, mais en même temps, elle rate son pouvoir de communication. Et donc, voilà, on a fait cette analyse critique que l'on retrouve également dans d'autres travaux. Donc, là, je trouve... Et suite à cette analyse, on a tiré aussi plusieurs enseignements. Déjà, toutes les limites dont on parlait tout à l'heure sur un mode de représentation, une manière de le tourner, c'est d'adopter d'autres modes de représentation et peut-être de démultiplier les modes de représentation pour compenser les limites propres à chacune. Typiquement, là, quand on travaille en coupe axonométrique, on arrive davantage à raconter ce qui se passe dans les bâtiments. On a des zooms sur les usages, sur les personnages. Par contre, on va moins bien raconter un réseau, un maillage territorial. On peut donc démultiplier. On a travaillé pour Annecy avec des collages. Donc là, on arrivait à rentrer dans des dimensions peut-être un peu plus sociales, politiques. On avait des récits. On avait des graphiques qui sont finalement une autre forme de narration de cette transition. On avait des cartes. Et donc, on essaye comme ça de compenser un petit peu les biais propres à chaque mode. Et puis, pour finir, peut-être que ça nous incite à re-questionner le rôle des images prospectives et se dire que ces images, elles sont pas faites en fait pour présenter l'image la plus probable du futur. Mais en fait, surtout quand on a une commande comme ça de la part d'une collectivité, l'idée c'est plutôt de créer des images qui parviennent à mobiliser des acteurs du temps présent pour essayer de tendre vers un futur. Et on sait bien que l'image de récit, ce sera jamais le futur tel qu'il va se réaliser. C'est plutôt
une sorte d'horizon cible qu'on essaye de se donner collectivement pour avoir un objectif commun et répondre aux problématiques qu'on a identifiées. Et donc, on n'est ni dans une prophétie, ni dans une utopie, ni dans une dystopie. Mais il y a peut-être une part de fantasme à se dire que simplement en produisant des images, voilà, ça va suffire pour avoir un effet sur le réel. Et donc, on peut aussi un peu se raconter des histoires et passer à côté de toutes les raisons structurelles, économiques, politiques qui font qu'en fait, la transition, elle est beaucoup plus de ça, complexe. Et puis, évidemment, on touche aussi du doigt les limites du métier de concepteur, parce que finalement, on missionne pour suggérer, proposer, imaginer, mais à la fin, le pouvoir de décision, il est ailleurs, et donc on est un peu face à un plafond vert en termes de ce qu'on peut proposer pour finalement transformer le réel avec ces imaginaires prospectifs. Merci.